Si je vais sur Ribambule, tu peux le voir. Et c'est parti. Bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouveau live du Ribambule, de la Ribambule, voilà. Ce soir, nous allons parler de Catamount et pour ce faire, nous avons invité les auteurs Gates et Benjamin Blasco Martinez. Voilà. Salut. Gates, qui est scénariste, Alors mais également, il me semble, comment dire, tu gères la collection en fait. Je suis directeur. Éditorial. Je m'embrouille. Vas-y. Comment? Oui, je suis directeur de collection. Voilà, aussi. directeur de collection. Et pour m'accompagner, pour m'aider à suivre les questions des personnes qui nous suivront ce soir, j'ai l'aide de Marine. Bonsoir. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, en parlant de Catamount, qui compte 4 albums et dont le tome 4 vient de sortir il y a quelques semaines. Et ma première question est pour Benjamin, qui est à l'origine de cette série, en fait. Benjamin, en fait, Oui. c'était tu t'es lancé dans Catamount, en fait, c'était pour ton projet d'études. Voilà. Comment est né ce projet, donc cette idée de te lancer là-dedans? C'était en dernière année d'école d'art, l'école Émile Cole à Lyon. Donc c'était un cursus sur 4 ans et la dernière année, donc l'année du diplôme, donc il fallait qu'on trouve un sujet, on va dire dans notre spécialité. Donc moi c'était bande dessinée illustration, donc il me fallait un sujet, il me fallait une histoire et c'est un petit peu par hasard, via des connaissances, que je suis tombé au cours d'un salon du livre sur la fille d'Albert Bonneau. Donc Albert Bonneau, celui qui a écrit les romans Catamount. Et sa fille, en fait, souhaitait adapter les romans de son père en bande dessinée, faire renaître un petit peu l'œuvre de son père, qui est mort depuis longtemps, et dont l'œuvre, en fait, s'était fait oublier un petit peu. Et voilà. Donc ils ont souhaité réadapter ça en bande dessinée. Et puis bon, vu que moi, j'aimais bien le western à la base, donc je me suis dit, allez, ça peut faire mon projet de diplôme. Donc j'ai fait une dizaine de planches, je crois, donc ça m'a permis d'avoir le diplôme. Et ensuite, il y a eu, comment ils appellent ça, ils font venir en fait en fin d'année donc des éditeurs à l'école. Et il y avait donc à l'époque Olivier Petit, qui était directeur de collection éditoriale, chez Physalis, il me semble. Et donc ça lui a tapé dans l'œil, ça lui a plu, et il a eu envie, de publier et d'éditer Catamount chez Physalis. Donc le tome 1 est sorti chez Physalis quelques mois après, quoi. Voilà. D'accord. Et ça s'est fait comme ça. Ouais. Pour revenir au roman en fait d'Albert Bonneau, il me semble que tu as aussi illustré les rééditions des romans, les couvertures. Oui, alors ça c'était pareil, la fille d'Albert Bonneau, donc Odile Bonneau. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc, je faisais les BD et en même temps, elle souhaitait ressortir les romans en parallèle. Et donc, pareil, redonner un petit coup de neuf aux couvertures. Donc, elle souhaitait, puis même moi aussi, qu'on reprenne en fait les anciennes couvertures de l'époque, mais se montrer, les moderniser un petit peu et voilà quoi. Et les ressortir en parallèle des albums, pour refaire parler un petit peu d'Albert Bonneau, quoi. Et il me semble que tu as même illustré, il m'a semblé voir, d'autres romans qui n'étaient pas par rapport à Catamount, mais d'Albert Bonneau. Oui, il y en a eu quelques-uns, oui, j'en ai fait quelques-uns. D'accord. Voilà. Et donc est sorti le premier tome, le second tome, et à partir du troisième, Gates est arrivé et est venu prêter main forte à co-scénariser l'album, avant de scénariser complètement le quatrième. Donc Gaëtan, on va t'appeler Gaëtan, c'est ça, c'est ton vrai prénom. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ton arrivée, ce que tu as proposé à Benjamin d'apporter à la série? Moi, je connaissais Benjamin déjà depuis le tome 1. J'étais chez Physalis aussi avec J'ai dans le moteur. Et ensuite, petit à petit, on s'est souvent croisés en dédicace et lors de salon. Et du coup, j'ai suivi Catamount dès l'origine. Du coup, j'ai pu suivre un peu les travaux, l'avancée. Et je recevais les bribes de scénar du tome 2, du tome 3. Et je voyais que sur le tome 3, Benjamin
Il me disait qu'il était un petit peu empêtré dans certains découpages, enfin certains rythmes. On a discuté ensemble, plusieurs fois, on l'a remanié dans tous les sens à 4 mains. Et on a réussi à sortir du coup le tome 3 pour clôturer la trilogie de départ. Voilà, mais le gros du travail avait déjà été fait par Benjamin. Il fallait vraiment le remanier pour qu'il soit vraiment parfait. Suite à ça, l'aventure continue. Comme tu parlais, il y a les romans, c'était des petits romans de gare comme ça de 1948 pour la Rédemption. Benjamin me l'a envoyé, je l'ai lu. Alors quand on adapte un roman, on le lit une fois, puis on est obligé de le relire une fois, puis le relire une fois. Il a intérêt d'être bien un roman. Du coup, ce bouquin-là, on l'a découpé dans tous les sens. On a mis différents points de l'histoire en avant, d'autres un peu moins, et c'est devenu donc ce tome 4 qui vient de paraître là, aux éditions Petit à Petit. Et on est plutôt content de nous. Du coup, cette fois-là, on a quand même travaillé à 4 mains. J'ai d'abord réalisé une première ébauche de scénario, je lui en ai fait part. On s'appelle beaucoup aussi pour travailler, on téléphone, on échange. C'est vraiment une vraie complicité, la création d'un album. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Il faut qu'il y ait un bon feeling, une bonne communication, car c'est un bébé de 2 auteurs là. Et dans ce cas précis, voilà, on a bien échangé. Des fois, j'avais des petites lignes de fuite ou des petites histoires à l'intérieur de l'histoire donc qui n'étaient pas super. Benjamin m'en a proposé d'autres. Moi, pareil, lorsqu'il m'envoie des storyboards, après, on recorrige. Et c'est ainsi qu'on a travaillé. Et puis, on a fait du bon boulot. Hein. Je confirme, c'est vraiment sympa ce que vous faites. Alors, du coup, comment on crée un album de Katamount? Est-ce qu'un album de Katamount, c'est un roman ou est-ce que c'est un ensemble de romans, enfin plusieurs romans? Parce que Katamount, les romans, il y en a quand même un certain nombre. Voilà, comment on crée un album à partir des romans? Alors en fait, les romans d'Albert Bonneau de Katamount, c'est 70 romans à peu près. Donc au début, donc pour le premier tome, j'ai adapté donc le premier roman, La jeunesse de Katamount. Et ensuite, pour le cycle de la jeunesse de Katamount, il y a 5 romans en tout. Et du coup, en fait, c'est une volonté éditoriale. Pour le cycle de la jeunesse, on était parti sur une trilogie. Donc déjà, vu que le premier tome avait pris un roman, donc du coup, il fallait condenser 2 tomes. En fait, il fallait condenser les 4 autres romans en 2 tomes de bande dessinée. Quoi. Donc, c'était assez costaud pour tout faire rentrer, tout dire. Il y a d'ailleurs un roman qu'on n'a pas pu vraiment adapter dans les 2 albums, dans le tome 2 et le tome 3 de Katamount. Donc, on était parti sur le tome 2 sur quelque chose d'un petit peu différent, c'est un petit peu écarté du roman. Alors après, la petite difficulté, c'est pour ça que j'ai un petit peu galéré sur le tome 3, c'est qu'il fallait retomber sur nos pattes, en fait, parce qu'il y avait la rédemption qui arrivait derrière, et voilà, quoi. Et du coup, donc, la difficulté, comme l'a dit Gaëtan, il faut lire le roman d'une traite, il faut le relire une deuxième fois pour vraiment, on va dire, repérer les moments les plus intéressants à exploiter, en fait, à mettre en scène. Et s'il y a des petits trous, des petites zones d'ombre, et c'est à nous, en fait, d'adapter, de raccorder un petit peu les wagons et même rajouter encore quelque chose, aller un petit peu plus loin. En fait. De la création, quoi, en fait. Une petite part de création. On mêle un petit peu les deux quand même, quoi. Voilà, on n'adapte pas totalement, parce que il faut dire aussi que les romans ils datent un petit peu, c'est les années 50. Si on reprenait le roman tel qu'il était, il n'y aurait aucune surprise. Je vous dis, les romans, en fait, tout a été fait en western depuis 50 ans. Je veux dire, que ce soit par le cinéma, que ce soit même par la bande dessinée. Voilà, quoi. Donc, la difficulté, c'est vraiment de garder l'histoire originale, mais en même temps de se la réapproprier, pas de réinventer, mais d'apporter des petites trouvailles personnelles. Quoi, intéressant. C'est un genre qui revient quand même pas mal à la mode depuis quelques années, et Katamount était dans les premières séries à refaire surface, en fait, on va dire, à faire parler d'elle dans le style western. Oui, je me rappelle, le premier tome était sorti en même temps que le premier Undertaker, si je me rappelle bien. Donc c'était un petit peu impressionnant à l'époque. Oui. Et concernant la fille d'Albert Bonneau, alors qu'est-ce qu'elle pense de cette adaptation?
Alors, elle en est très contente, donc surtout de la rédemption, parce qu'il reprend. Voilà, on a vraiment adapté le roman, en fait, La Rédemption de Catamoun. Donc là, c'est vraiment la BD La Rédemption qui s'adapte directement de ce seul et unique roman. Donc, la BD porte le même titre que le roman, en plus. Et bon, oui, elle est assez contente. On est resté assez fidèle au roman, mais voilà, comme je disais, on a apporté quelques petits trucs. Voilà, on a gardé le roman, mais on a apporté nos touches personnelles pour voilà, la moderniser et la rendre intéressante. Quoi. D'accord. C'est vraiment une adaptation, en fait. On a la base qui nous est donnée par le roman, les noms des personnages, les lieux, l'histoire en elle-même, le synopsis. Mais le but, c'est pas de faire un copier-coller du roman, de se le retransformer, de se l'approprier, de ramener notre petite touche personnelle et de le moderniser, on va dire un petit peu, c'est-à-dire de l'adapter à notre époque. Comme dit Benjamin, des Blueberry, des Undertaker, des Lucky Luke, hein, il y en a eu pas mal. Et des westerns, il y en a encore plein chaque année qui sortent, tous aussi intéressants les uns que les autres. Il faut arriver à trouver sa petite patte qui va se faire sortir du lot un petit peu. On n'a pas cherché à modifier le code du western, on n'a pas tenté de faire un truc saugrenu, totalement loufoque ou nouveau. On est resté sur nos bases, on est tous les deux cinéphiles avec Benjamin, donc on a vraiment mixé nos connaissances et nos avis de cinéma pour les retrouver dans les BD, pour qu'il y ait du rythme. Et c'est vraiment ça, Catamoun, c'est-à-dire que c'est rythmé, c'est badass, ça envoie du steak, mais il y a quand même une histoire derrière qui a été écrite par Albert Bonneau, justement, dans ses romans. Voilà. Et d'ailleurs, quelles sont vos références respectives par exemple, une référence BD et une référence cinématographique? En BD western, moi j'avais beaucoup aimé ça. Beaucoup aimé Texas Jack et Six de Dubois et Armand de la collection signée. J'aimais beaucoup ce que faisait Herman, hein, comme On a tué Billy Wilde, ou plus récemment et jeunesse, L'homme qui tue Lucky Luke. Voilà, classique. Après, on en lit d'autres. Stern, j'avais beaucoup aimé aussi avec ce croque-mort littéraire. En film, on a les westerns de Tarantino, hein, notamment Django Unchained. Il y a Appaloosa, pour Suma. Enfin, moi, je suis surtout aussi dans les vieux westerns de Sergio Leone, Le Truand, Mon nom est personne et Il était une fois dans l'Ouest. Ça reste vraiment les grands classiques du western. Ils n'ont pas été égalés à mon goût, je trouve. Donc, c'est vraiment ça. Je vois qu'en plus, Benjamin les a en main propre. Ah bah, tu nous les montreras après, parce que là, on ne voit pas, on les voit pas en fait. Hop. Allez, vas-y à toi. Du coup, oui, pour bande dessinée western, c'est à peu près les mêmes influences que Gaëtan, quoi. Oui, j'ai bien aimé L'homme qui tue Lucky Luke de Mathieu Bonhomme. Ouais. L'histoire m'avait pas mal touché quand même, pour ceux qui aiment Lucky Luke. Voilà. Et après, les Blueberry, hein, je suis admiratif du travail de Jean Giraud, d'Herman également. Après, en termes de bande dessinée, oui, moi je regarde beaucoup le dessin en fait, parce que c'est ça qui m'intéresse surtout quand je lis une bande dessinée, c'est que je suis admiratif beaucoup du dessin. J'apprends beaucoup de mes collègues en les observant. Après, la dernière qui m'a vraiment bien plu en bande dessinée, c'est celle-là. Ah oui. Graphiquement, c'est, voilà quoi. Il a mis longtemps à la faire, mais franchement, ça vaut le détour quoi. Ouais. Et il y a un nouvel album en chantier. Le dessin, il est juste exceptionnel. Ouais. C'est exceptionnel. Et il travaille sur un prochain. J'ai vu quelques planches qui circulaient et je suis impatient de découvrir ça. Et après, en cinéma, pareil également, hein, comme Gaëtan, les influences, western, les films de Tarantino, surtout les Django Unchained, qui est là. On a Les 8 salopards, après, moi je suis depuis tout petit, hein, ça c'est mon père qui m'a un petit peu initié au western spaghetti, donc les films de Sergio Leone. Voilà. Je pense notamment à la trilogie des dollars, voilà, celui-là, le meilleur, Le bon, la brute et le truand.
Vous avez Mon nom est personne aussi, qui est un hommage aussi au Western Spaghetti, qui est très, 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 très drôle. Après, vous avez, d'ailleurs, voilà, Gaëtan l'a mentionné, Il était une fois dans l'Ouest. Oui. Le méchant de Katamon 4, c'est Buck Winter, s'inspire directement d'Henry Fonda. Il porte la même tenue, même chapeau, même costume. Voilà, Mais directement justement, emprunté. là, je suis en train de mettre des images d'acteurs et que tu as représenté dans la BD. Et aussi de scènes, par exemple, de Django. Voilà. Des petits comparatifs, en fait. Là, on est en train de les Ouais. diffuser. Voilà. Et justement, là, dans le cahier graphique du tome 4, tu mets un exemple avec le tueur à gages de Burton, Klaus Kinski, qui joue dans Le Grand Silence. Ouais, exactement. Ouais. C'est un western qui m'a pas mal marqué, celui-là aussi. Voilà. Et Par donc, sa noirceur. tu crées tes personnages, enfin, tu peux t'inspirer donc du coup de personnages que tu vois dans des films. Oui, je m'inspire d'acteurs, je m'inspire de personnes que je connais, de personnages que j'ai vus, ou voilà. Enfin, franchement, peu importe qui c'est, mais en fait, c'est surtout la tronche et la Voilà. gueule du personnage qui Faut m'importe. qu'ils aient la gueule de l'emploi. Voilà, qu'ils aient presque la gueule de l'emploi ou pas, mais voilà, je peux partir de leur tronche et déformer, caricaturer pour arriver un petit peu à voilà. D'accord. J'ai voulu, quoi. Marine, enfin, je précise, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster sur le live en commentaire. Marine est là pour. Il y a Ouais. des questions? Alors, j'ai des petits messages plein de messages de bonsoir qui sont passés. Bonsoir. Il y a Réumo qui dit que c'est une vraie réussite. Et j'ai plein de messages de Johan Debier qui demande déjà si c'est pas trop dur de bosser avec Gaëtan. C'est une horreur. Johan, oui, on le salue, hein. Johan, c'est un ami, un chroniqueur également. Très bon chroniqueur qui fait de belles choses sur sa page. Mais j'aime pas trop quand il dit ça. C'est très, très sympa au travail, je pense. Hein, Benjamin, hein. Du coup, pas de questions précises pour l'instant? Si, j'avance petit à petit. D'accord. Je sais qu'il y en a eu plein pendant que vous parliez, je n'ai pas pu vous couper avant. Pareil, hein, toujours Johan qui dit que Stern c'est génial et que Gaët c'est un truand. Je ne me prononcerai pas là-dessus, je ne fais que relire c'est ce qui m'est envoyé. Christophe Stuntz qui dit que pour le tome 3, il y avait un style un poil différent, alors que dans le tome 4, c'est plus classique. Est-ce que c'est volontaire? Je veux dire qu'il y a quelques flashbacks dans le tome 3, et pas... j'arrive pas à le voir. Et pas dans le tome 4. Oui, comme l'a dit Benjamin, le tome 3, il fallait vraiment clôturer une trilogie et on avait encore beaucoup de choses à dire en fait par rapport au roman. C'était 5 romans qu'on avait mis en 3 et il y avait énormément de choses, donc on a dû condenser et jouer avec les flashbacks, les ellipses, puis pour garder un rythme, pour pas être trop linéaire. Pour le tome 4, on avait une histoire qui était bien précise et la chronologie était adaptée à cette histoire. Donc un début, un milieu, une fin, ça se lit comme un one-shot. C'est d'ailleurs l'avantage de ce tome 4, c'est qu'il peut se lire indépendamment des 3 précédents. Il y a une petite phrase de rappel pour savoir qui est Katamon et pourquoi il fuit, mais il peut se lire indépendamment. Et encore mieux, il peut se lire avant les autres et après ça donne envie de lire les 3 premiers. Faites ça d'ailleurs, ça peut marcher, croyez-moi. Mais voilà, il n'y a pas de... On a essayé de vraiment condenser, comme encore une fois c'est une adaptation, de rester sur la rigueur et le style qu'avait Benjamin dans les 2 premiers albums et de clôturer vraiment cette trilogie en 60 pages, hein, c'est ça, 62 il me semble, Benjamin, je suis. Oui, un truc comme ça, oui. Entre 62 et 64, ça dépend. Voilà. Du coup, c'est pour ça qu'il y a peut-être plus d'ellipses et de flashbacks et de reménage. Puis on voulait faire une fin où on comprend un peu tout. Dans le tome 3, surtout, on s'était beaucoup inspiré, on voulait s'inspirer en fait de la manière de monter en fait
Donc la bande dessinée, on s'était inspiré pas mal du film Snatch, je crois, de Guy Ritchie, où il y avait justement ces flashbacks, ces retours en arrière pour voilà, le climax final, en fait. Donc moi, au début, voilà, j'avais un petit peu peur de ça, parce que j'étais pas sûr à 100% de pouvoir, parce que ça marche très bien à l'écran, puis bon, c'est Guy Ritchie qui le fait, voilà. Mais en bande dessinée, c'est une autre paire de manches, et bon, on a essayé de faire voilà, du mieux qu'on a pu, et ouais, la grosse difficulté, ça a été vraiment de vraiment bien se faire comprendre, en fait, dans ce tome 3, quoi, au niveau de la mise en scène. On a voulu faire quelque chose d'un peu plus audacieux, et en fait, le tome 4, on est revenu à quelque chose de plus classique, et peut-être voilà, de moins, comment dire, de moins osé, quoi, voilà. 60 pages, le tome 4, précise Emmanuel Novak. Oui. Il demande à Benjamin s'il est resté en contact avec des camarades de promo. Alors, de temps en temps, on s'envoie quelques messages de temps en temps, mais c'est vraiment rare, quoi, parce que je crois qu'on a tous beaucoup de boulot, je crois, et il y a très longtemps que j'ai pas vu de camarades de promo remonter à 1 an ou 2, je pense. Mais bon, dès qu'on essaie de s'envoyer des messages et de garder contact, quoi. Des fois, ça arrive, on se croise en festival. Ça peut arriver. Comment? Dans quelle année, Émile Cole, déjà? Je suis sorti en 2014, il me semble. Alors, et quels étaient tes profs, auteurs de bande dessinée? Alors, mes profs, en première année, donc c'était une année probatoire, c'était Florence Dupré-Latour. Et ensuite, de la première à la dernière année, c'était les frères Joubret. Ah. Et on s'était bien marré pendant les cours. Ils nous montraient des épisodes de Kaamelott, avec le fameux épisode sur la poétique, pour nous apprendre comment bien raconter une histoire. Et ouais. Il m'arrive de le re-regarder de temps en temps, cet épisode, et c'est vraiment vrai ce qu'ils disent. C'est drôle, mais il y a une part de vérité quand même. Ils aiment bien le western. Voilà, Ouais. oui, ils aiment bien le western, avec Lincoln, Lincoln, forcément. ouais. Très, très drôle. Et pour revenir au dessin, on sent quand même, entre le tome 1 et le tome 4, qu'il y a une réelle évolution dans ton trait et particulièrement dans les regards. C'est quelque chose qui est assez marquant, en fait. Quand on voit tes personnages, est-ce que tu t'en rends compte, toi, quand tu regardes tes planches? Maintenant, oui. Au début, non, mais là, maintenant, avec le recul, oui, quand j'ouvre le premier album et puis, bon, le dernier que j'ai fait, là, oui, il y a une évolution, c'est certain. Après, voilà, il fallait bien démarrer par quelque chose, et après, de toute façon, voilà, la maturité du trait vient en travaillant, et à force de travailler, à force de, voilà, quoi, de galère, de sueur, voilà, on y arrive. Non, mais je me suis pas mal aussi, voilà, bon, l'école Émile Cole m'a aidé, m'a vraiment appris le dessin, en fait, mais après, voilà, le dessin, le trait s'affine en apprenant des collègues, beaucoup. Moi, il y a pas mal d'auteurs, pas mal de collègues qui m'ont pas mal influencé par leur travail, par leurs conseils. Et je suis attentif, j'écoute vraiment ce qu'ils me disent, voilà, pour progresser. Et voilà, quoi. Et après, le reste, ça se fait tout seul en travaillant. Du coup, tu fais ton crayonné, mais alors, tu me dis si je dis une bêtise, il n'y a pas d'ancrage, tu passes directement à la couleur. Alors, en fait, à la base, donc justement sur le premier tome, j'étais classique. Donc je démarrais par un storyboard au crayon, ensuite je refaisais mon crayonné, et ensuite je faisais donc l'ancrage au pinceau ou à la plume, voilà. Mais vu que je suis un très mauvais encreur, j'ai vite abandonné. En fait, j'étais pas satisfait du rendu, et donc j'ai vite abandonné et je me suis mis au crayon, du coup, donc sur le tome 2 de Catamount. Donc en fait, oui, donc je fais un storyboard vraiment. J'ai un exemple là, sur une planche. Donc voilà, c'est vraiment rapide, c'est posé comme ça à l'arrache, quoi. Ensuite, je scanne, je réajuste mes cadrages informatiquement pour booster un petit peu la mise en scène. Ensuite, j'imprime ça en bleu. Je crois que j'ai un exemple quelque part par là. Voilà. Vous voyez, c'est du bleu très pâle, hein, on voit presque rien. Ah oui. Voilà.
Mais à l'œil nu, on arrive suffisamment à voir le trait pour repasser dessus au propre. D'accord. En fait, donc je dessine. Là, c'est un exemple. Oh, punaise. Voilà. Le genre de rendu. D'accord. Donc voilà, là, c'est directement repassé voilà, sur le trait bleu qui a été scanné, en fait. Joli. Donc avec voilà, un outil tout simple, c'est ça, c'est un critérium. Mine, là c'est du 0,7, sinon je peux travailler plus fin en 0,5. Mine très grasse pour que ce soit le plus noir possible, pour que ça rappelle l'ancrage. Voilà. Et ensuite, je scanne ça et mise en couleur après à l'informatique sur Photoshop, classique. D'accord. Et donc, tu travailles en collaboration avec Émilie Beau. Oui, c'est ma copine. Donc, elle a travaillé, elle a fait l'essentiel de la couleur sur le tome 2. Elle a quasiment fait toute la couleur du tome 3. Elle a participé un petit peu sur le tome 4 et il me semble sur les dernières planches du tome 1 aussi. Donc, il y a beaucoup de son travail dans les catamountes également. D'accord. Voilà. Je tiens vraiment à la remercier pour travail d'équipe. Voilà. Elle fait un travail fantastique. Ouais. Et elle est douée. Est-ce qu'on peut parler des essais de couve du tome 4 Gaëtan m'a envoyé plusieurs essais, en fait. Il y a eu plusieurs tests, dont au moins 2 en couleur, où on voit Katamount accroché à son cheval. Ouais, tu peux en parler, tu peux même les montrer. Hein. Ça y est, je suis en train de diffuser le diaporama là en direct, en fait. Ah ben nous on voit pas, moi je te vois que. Non mais pas de problème. Faut savoir que déjà dans la première édition donc, du tome 4, il y a un cahier graphique à la fin de l'album. Donc c'est pour les premiers exemplaires vendus, précipitez-vous. Et du coup on parle de cette recherche de couve parce que il y a beaucoup de westerns qui sortent en ce moment et ils ont des super couves, hein, à l'image de Jusqu'au Dernier que nous a montré tout à l'heure Benjamin. La couve, elle est hyper importante pour avoir sa place dans les étalages, les étals et les rayons. Il faut qu'elle claque. Et pour un western badass comme Katamount, il fallait que ça pète. Donc, on a essayé d'en faire quelques-unes. Et l'angle de vue était intéressant parce que Benjamin, il a un don incroyable pour jouer sur différents angles, contre-plongée, plongée, qui apporte tout de suite une force à son dessin. Et la première en couleur dont tu parlais, elle est sublime. Ça serait un super Brice, hein Ben, parce que c'est super beau. Ça rappelle beaucoup Blueberry, mais elle est un petit peu, pas dire anxiogène, mais le héros est un peu en mauvaise posture sur cette couverture. Il n'a pas l'étoffe d'un héros vraiment. Donc voilà pourquoi il a fallu revoir cette couve. Qui pourtant, elle est magnifique. Mais celle que vous avez choisie aussi, hein. J'ai envie de dire, avec tout ce qui est couleur et tout, enfin, je pense qu'en librairie, elle ressort hein, dans le lot. Elle fait le job, oui, elle attire l'œil, ça c'est sûr. Elle invite à aller plus loin. Elle invite à ouvrir le livre, hein. Enfin la BD. Ça, c'est certain. Il y a des questions. Ouais, Marine avait des questions. Ouais, effectivement, j'ai encore des petits bonsoirs et des petits coucous. J'ai Christophe Stunts qui valide de lire le tome 4 avant les autres. Et j'ai Violette Geek de Plus qui demande où est-ce qu'on peut trouver les versions noir et blanc, si elles sont toujours dispo. Oui, alors les versions noir et blanc, vous pouvez les commander donc à la librairie BD Box à Waterloo. Et sinon, vous pouvez passer directement par moi via Facebook. Il y a le tome 1 et le tome 2 en noir et blanc de disponibles. Le tome 1, il n'en reste plus beaucoup. Parce que c'est seulement édité, on avait fait ça en collaboration, donc édition petit à petit et cette édition. Donc c'est la petite maison d'édition de la librairie BD Box. On les a édités seulement à 100 exemplaires, donc il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter directement ou voir avec le libraire à Waterloo. La librairie, c'est BD Box. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça, voilà. Il y a Gaëtan qui montre.
Là. Alors attends, faut que tu reprennes la parole pour qu'on le voit. Alors, pour qu'on le voit, la version noir et blanc, Alors attends. souple, et je ne sais pas si vous me voyez bien. Voilà, il y a des ex-libris dedans. Ah, signé de la main de la star, Benjamin. Et voilà, donc ça ressemble à ça. Et ça, c'est pour le tome 1. Voilà. Ok, bon, demain, il n'y en a plus du coup. Tout va partir ce soir. Oui, effectivement, puisqu'il y a déjà un message qui dit je contacte après. Ok. Il y a Olivier qui demande côté auteur, est-ce que ça change quelque chose de travailler avec des dessinateurs au style totalement différent, numérique pour RIP et là plus tradi? Ah, c'est pour moi. Oui. Oui. Ouais, c'est différent. Et pourtant, c'est encore une fois la relation humaine qui va faire que ça va être fluide ou moins fluide. Et avec Benjamin, avec Julien Monnier, donc pour RIP, c'est super fluide. Le numérique, c'est plus rapide. Donc, Julien va effectuer des planches plus rapidement. Du coup, on a une plus grosse pagination et un rythme plus régulier sur RIP. Par contre, il n'a pas de planche à vendre après. Et il n'a pas de belles planches à exposer, tout ça. Benjamin, en plus, avec Benjamin, on travaille storyboard, crayonné, ancrage, et on a vraiment le schéma classique de la réalisation de la bande dessinée. Et c'est hyper excitant pour moi, scénariste, car dès le début, je commence à voir un peu se modeler la planche finale. Et c'est vachement plus rapide aussi. Si j'ai une transformation ou une modification à faire sur le storyboard, ça évite de refaire tout un dessin qui a été traité de manière précise. Alors que Julien va direct à l'ancrage. Hein, mais coup de bol, il est bon et il n'y a pas grand-chose à faire refaire. Donc ça va. Et Emmanuel Novak qui dit que oui, effectivement, la série manque d'ex-libris. Ah, pour l'instant, on attend, on attend d'avoir déjà l'occasion de refaire des dédicaces et des événements pour pouvoir faire des expos, présenter des ex-libris, des planches. Les ex-libris, il y en a quelques-uns. Il y en a eu quelques-uns chez Petit à Petit. Il y en a quelques-uns donc avec cette version noir et blanc. Je crois que Benjamin réalise quelques commissions aussi de temps en temps. Donc, oui, tiens, d'ailleurs, on va pouvoir passer quelques exemples de commissions qui sont vraiment magnifiques. Non, mais des ex-libris, c'est quelque chose qui peut avoir lieu, mais souvent, c'est accompagné d'un événement particulier. C'est intéressant d'avoir l'album et l'ex-libris, c'est vraiment un petit bonus qui est offert par l'auteur et les maisons d'édition. Et par rapport aux commissions, pareil, Benjamin, on te contacte directement si jamais on souhaite te passer commande. Oui, pour les commissions, faut me contacter directement. Hein, voilà. Alors les commissions, c'est soit sur l'album, donc elles sont payantes, elles sont coûtantes. Donc directement sur l'album. Donc les commissions, la plupart du temps, donc je les fais en couleur, parce que sinon ça reste une dédicace. Et les dédicaces, ça aussi il faut le savoir. Avant je le faisais, maintenant je le fais plus à la maison, parce que j'ai plus le temps de m'en occuper. Mais les commandes, voilà, j'ai encore du temps et enfin je peux prendre le temps pour des commandes surtout. Et elles sont en couleur, voilà, l'aquarelle, donc c'est des vraies illustrations, quoi. Voilà, que je fais soit sur l'album, soit sur planche à part. C'est un petit peu plus cher sur planche à part, parce que ça devient carrément une œuvre qu'on peut encadrer. Ouais. C'est quel format d'ailleurs? Ça dépend. Soit sur l'album, c'est du 24 par 32 sur l'album. Après, sur feuille à part, c'est du A4, du A3, du A2. Enfin, tout dépend de la taille. D'accord. Ah, il y en a une super. La volonté des gens. Ouais. Avec les deux personnages, avec Clark et Katamount dans la neige. C'est peut-être sur des albums, ceux-là. Ouais. Ok. Marine, tu as autre chose Oui, j'ai Christophe Stunts qui dit que d'un côté sur RIP, il y a moins de cases. Ah oui, c'est vrai. Il y a un peu moins de cases parce que le format n'est pas le même, il est plus petit. Mais ça ne veut pas dire que le travail est moindre. Parce que vu que c'est du numérique, ça pourrait être plus grand. Après, des fois, il y a Benjamin, il fait des pleines pages aussi. Hein.
D'ailleurs, c'est mieux pour un dessinateur de travailler sur des planches où il y a moins de cases. Ça, c'est bon à savoir aussi. Une planche voilà, de 6-7 cases maximum, c'est l'idéal pour un dessinateur. Quand ça commence à atteindre les 8, 9, 10, 11, c'est un vrai casse-tête, quoi. Vraiment, quoi. Parce que ça réduit d'autant plus les possibilités d'exploiter la case. Surtout, c'est s'il y a du texte, c'est Ah ouais. où placer le dessin, et la problématique de où placer le dessin pour qu'il y ait la place pour le texte, et puis bah, vraiment varier voilà, toute une mise en scène sur une planche, quoi. Ça veut dire qu'il faut penser, voilà, quoi, faut penser 10 mises en scène différentes, quoi. Forcément. Après, sur le western, comme Catamount, il y a les codes du western impliquent des grands espaces, des super étendues de plaines, de canyons, de rivières, comme on peut retrouver donc dans ce tome 4 et même dans les tomes précédents. Ce qui permet à Benjamin aussi de se faire plaisir sur des fonds perdus. Ce qu'on appelle fonds perdus, c'est quand le dessin va jusqu'au bord de la page et ça donne une profondeur et une étendue donc, de ce paysage, et après inclure l'action dedans. Sur Rip, pour comparer, on a moins, vu que c'est du polar sombre, il y a moins cette étendue de paysage magnifique à contempler, et on est resté vraiment sur un cadrage classique avec des cases carrées et rectangulaires. Et du coup, c'est aussi un avantage de ce format qui est un format classique donc, pour Catamount, de pouvoir se permettre de faire des doubles pages, faire des actions pleine page, fonds perdus, comme le réalise brillamment Benjamin. Voilà. Il me semble que tu voulais revenir un petit peu, Gaëtan, sur la chronique qui est parue aujourd'hui sur la Ribambule par rapport à quelque chose qui a été dit. Rétablir la vérité, en fait, par rapport à la frontière entre Kansas et le Texas. Voilà, pour nous dire pourquoi ça s'est passé comme ça dans l'album. Et... Ouais, bah merci déjà pour cette chronique à toute l'équipe. Et je ne sais plus qui l'a rédigée, mais c'est très bien. C'est Christophe Stunst, justement. Merci Christophe. Non, c'est chouette. Déjà, c'est chouette d'avoir une chronique. Et puis, c'est chouette parce qu'elle est vraiment. On voit qu'il a travaillé l'album. Après, comme on disait au début de cette interview, la contrainte de l'adaptation, c'est qu'on est obligé de reprendre les noms, les lieux tels qu'ils ont été écrits par l'auteur originel. Du coup, la Big Blue, je ne l'ai pas inventé. C'était dans le roman, donc dans ce roman de 1948. Ça commence avec vraiment la Big Blue. Donc moi, je n'ai pas cherché non plus à lui changer de nom. De même que les personnages sont vraiment tirés, leurs noms sont vraiment tirés du roman. On s'était fait un point d'honneur avec Benjamin de ne pas modifier cela pour faire hommage à Albert Bonneau. Après, oui, je ne sais pas trop s'il y a une rivière qui sépare plus le Kansas, la ville de Tukoska ou tout ça. Moi, j'ai cherché un peu des visuels, mais l'époque n'étant pas la même. Et puis après, on se perd. Si on va trop faire de recherche, nous, on voulait vraiment rester dans le classique. Seul le canyon est une invention de ma part, le canyon du diable. Il nous fallait quelque chose de chaud, de lumineux, d'où ces filaments de lumière qui traversent les failles du canyon pour rapporter. C'est un petit clin d'œil à Le Bon, la Brute, le Truand aussi, lorsque Clint Eastwood se retrouve dans le désert ensuite en mal en point. On voulait vraiment faire un petit clin d'œil à cette œuvre. Donc, il y a de ça. Après, oui, non, c'est sûr que c'est pas une volonté de faire des erreurs géographiques et c'est surtout pas du tout fait exprès. C'est vraiment ça la réponse en fait à la chronique. Mais merci, elle est bien cette chronique, c'est chouette. Nous, on est super ravis là, de l'accueil que reçoit ce tome 4 de Catamount. On a des équipes qui sont très chouettes, qui sont très encourageants et qui nous font super plaisir à Benjamin et moi. Et on est content de voir que malgré la situation compliquée pour tout le monde de 2020 et de 2021, encore, hélas, on continue de lire des BD, d'aller en librairie, d'acheter des livres, de partager nos impressions et nos avis. Nous, ça nous aide aussi à avancer. Hein. On a eu des avis sur le tome 3, sur les précédents. On sait aussi ce qui a plu et ce qui a déplu.
Les avis sont très mitigés et très partagés. Et cependant, nous, ça nous aide à construire la suite, toujours. C'est pour ça qu'on ne s'avance pas trop non plus dans les suites. Moi, je parle là pour moi, pour RIP notamment. Je le fais vraiment au tome par tome. J'ai toujours des nouvelles idées qui arrivent. Mon vécu, ma vie fait que ça m'apporte aussi des idées plus ou moins sordides. Et puis aussi, le retour du lecteur est hyper important. C'est pour ça qu'on se déplace en dédicace, en festival, qu'on lit ce qu'on dit sur nos albums, qu'on échange sur les forums et qu'on fait ce genre d'intervention comme ce soir. Du coup, vous vous voyez aller jusqu'où avec Catamount? Jusqu'à New York au moins ou Los Angeles. On aimerait bien les dédicacer là-bas. Mais jusqu'au prix d'Angoulême, non, c'est pas. Non, franchement, pour l'instant, là, on profite de la sortie du tome 4. Ça a été 1 an et demi de travail. On est content du résultat, c'est un bel objet. On a des projets aussi en parallèle, Benjamin comme moi, sur lesquels il faut plancher, il faut bosser et ça nous tient à cœur également. La fin du cycle 1, comme l'a dit tout à l'heure Benjamin, c'était avec ce tome 4. Il n'est pas impossible qu'on rattaque un prochain cycle plus tard, mais pas cette année. Non. On a beaucoup de flots. Benjamin, il a une série de prévues aux éditions Petit à Petit. 22. Et il va vous en parler mieux que moi. Ouais, on va en parler tout à l'heure de vos projets à venir. Il y a déjà une question là-dessus sur vos projets ensuite, mais on va peut-être le garder pour quand on aura fait le tour de la question. Oui. En fait, peut-être une dernière question sur Catamount. À moins que tu en aies une aussi en plus. Du coup, dans les questions qui restent ou les remarques, parce qu'il n'y a pas que des questions, c'est si vous allez en convention pour les coms. Convention, qu'est-ce que c'est? Il va pas. Je sais même pas ce que c'est. Les Comic-Con? Ouais, ou festival peut-être. La personne a voulu. Un festival. Et donc Violette qui demandait si vous alliez en convention. Alors, bonjour Violette. Convention, ouais. Pour les conventions, par les festivals, oui, enfin, dédicace, après. Convention, non, je crois que j'en ai jamais fait. On a dédicacé ensemble avec Benjamin au Festival d'Angoulême il y a 2 ans et au Festival de Saint-Malo l'année dernière, enfin pas en 2020, en 2019. Pour le tome 3 de Catamount. Après, la situation en ce moment fait que beaucoup d'événements sont annulés et nos dédicaces, on devrait être dédicace normalement ce week-end à la librairie Bulle du Mans, ça a été reporté du fait de la restriction de personnes parce que quand Benjamin se déplace, c'est des milliers de femmes en purie qui viennent, qui se déshabillent, qui hurlent dans tous les sens. Un système de énorme. Et du coup, là, la situation ne permet pas ce genre de foule. Donc, mais il y aura des dédicaces une fois qu'on pourra. Comme tout le monde, on est dans l'attente. Même nous, ça nous manque. On est des gens sérieux, normalement. Oui, du coup, en précision, c'était pour Benjamin la question et les conventions comme la Comic-Con. Oui, voilà, c'est ça. Alors, les Comic-Con, j'en ai fait une, il me semble. Donc, c'était il y a quelques années, c'était à Gand, en Belgique. Donc, c'est la Comic-Con de Belgique, en gros, quoi. J'en ai fait une fois, mais voilà, parce que j'ai été invité. Donc, je suis venu dédicacer Catamount. Et c'est tout. Je n'ai pas fait d'intervention, ni d'interview, ni tout ça. Enfin, je n'ai pas fait. Je viens quand on m'invite, c'est tout. Voilà, le message est passé. Je vous propose qu'on passe, qu'on bascule sur l'année 2021, vos projets. Il reste 2 questions qui arrivent. Sur Catamount? Oui, sur comme le allez, on t'écoute, on finit avec ces 2 questions-là, puis après on bascule sur 2021. Donc sur le cycle 1 qui est terminé, est-ce que l'éditeur va sortir une sorte d'intégrale avec quelques inédits? Alors, déjà, on va vendre ce tome 4. Et c'est les 3 tomes. Ce que je peux vous dire, c'est que les 3 tomes sont relancés du coup avec la sortie de ce 4 et que le tome 3 vient de tomber en rupture et on est en réimpression.
Donc c'est un très bon signe, c'est que la série plaît et que les libraires font un travail remarquable de mise en avant. Donc on remercie vraiment tout le monde. Nous, on est vraiment flattés. Les libraires. Je pense que non, pour l'instant, il n'y a pas d'intégrale de prévu, mais un coffret pourrait éventuellement naître plus tard. Pour l'instant, il s'écoule bien tome par tome. C'est tout frais, c'est tout nouveau. On verra. Pourquoi pas. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Puis, mais ça peut être c'est une bonne remarque, une bonne idée. Après, c'est le genre de choses qu'on retrouve en fin d'année pour les fêtes de fin d'année. Voilà, le cadeau l'intégrale ou le coffret contenant tous les albums. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Chez les gros éditeurs, surtout, ça se fait. Les grandes séries, c'est des belles choses, mais on verra. Pourquoi pas. Pour l'instant, on va vendre cela déjà. Oui. Et Mathias Belèche, pardon si j'écorche ton nom, qui demande si des dédicaces à distance sont prévues pour compenser. Dédicaces à distance, c'est comme je l'ai dit, avant j'aurais pu le faire, mais là, je sais qu'avec les situations sanitaires, je devrais le faire donc pour les gens qui le souhaitent, mais le problème c'est que je ne peux pas parce que j'ai vraiment, vraiment trop de boulot. Je suis pris de chez pris, j'ai plus beaucoup de temps pour moi et en plus, je vais bientôt être papa, donc j'en aurai encore moins. Donc les heures de sommeil vont être précieuses, donc j'aurai vraiment, vraiment le temps de me consacrer aux dédicaces à distance. Donc c'est pour ça qu'on espère vraiment que les dédicaces vont vite reprendre en festival et en librairie, dès que ce sera possible. Voilà. Et puis une dédicace, même à la base, la dédicace à distance, je le faisais au début, mais là maintenant, ça me gêne un petit peu parce que pour moi, la dédicace, c'est vraiment la rencontre. J'aime bien rencontrer. D'ailleurs, c'est ça une dédicace, c'est vraiment la rencontre entre l'auteur et son public et son lecteur. C'est un échange, c'est un cadeau qu'on fait. Et le fait de la faire à distance, ça perd un petit peu de son charme. Un peu de son charme. Là, avec la situation sanitaire, voilà, je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Là, je pense que je l'aurais fait, mais là, c'est que j'ai vraiment, vraiment pas le temps. Professionnellement parlant, ce serait pas sérieux. D'accord. Moi, je le peux faire, mais beaucoup moins bien. Faut que Benjamin il te donne un petit cours pour dédicacer Catamoun, et puis hop, c'est parti. Je sais qu'il y a certains scénaristes qui s'y sont déjà collés par le passé. Non, mais je suis pris aussi, puis je laisse au maestro Asco Martinez. Casse ensemble. Son art, son talent, chacun sa place. Du coup, on passe à 2021. Alors, qui veut ouvrir le bal, Benjamin ou Gaëtan? Vas-y Ben, vas-y commence. Alors les nouveaux projets, c'est ça? Alors oui, on va même présenter un petit peu ce que tu as fait. Je vais mettre un petit peu. Je sais que tu fais les couvertures. Tu as fait les couvertures pour Petit à Petit sur Toulouse. Oui, sur les Dieppe. Oui. Et tu as fait un album L'Homme de l'année. Alors, oui. 1888 chez Delcourt. Delcourt, voilà, c'est ça. Avec CK au scénario. Et donc voilà, donc c'était le tome 13 donc, de la série L'Homme de l'année consacré à Jack l'Éventreur. Donc j'ai bien aimé travailler sur cet album, c'était bien sympa. Changement d'ambiance, changement de décor, quelque chose d'un peu plus sombre. Et voilà, c'était vraiment intéressant. En plus, j'aime bien le personnage Jack l'Éventreur, voilà, personnage emblématique, donc c'était l'occasion de travailler dessus. Et du coup, les couvertures, pareil, les couvertures, donc j'en ai fait quelques-unes, j'en ai fait pas mal. Là, pareil, je vais arrêter parce que j'ai plus trop le temps. Je vais quand même continuer, celle pour les séries en cours. Je crois que c'est Toulouse, il me semble. Et il y en a une autre, Narbonne, je crois. Narbonne, Montpellier aussi. Et Montpellier. Avec Dobbs au scénario, qui va nous suivre ce soir. Je crois que je l'ai aperçu. Et c'est un exercice que tu apprécies particulièrement, réaliser une couve. Juste la couve en fait, parce qu'à l'intérieur c'est pas toi c'est un collectif. Non. Donc, Alors la couverture, oui, j'aime bien faire les couvertures. Alors après il y a différentes manières en fait la couverture c'est vraiment spécial parce que c'est comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, voilà, pour Catamount, elle attire l'œil.
on la remarque tout de suite. Donc en fait, c'est ça en fait le but d'une couverture, c'est vraiment d'attirer l'œil et d'intriguer, donner envie au lecteur. C'est la première image qu'il voit de l'album, donc on doit donner envie au lecteur d'ouvrir l'album pour découvrir ce qu'il y a dedans. Et donc il y a plusieurs manières de faire. C'est soit, je vois pour les villes, il y a un schéma particulier voilà, qu'on suit un petit peu. C'est souvent, je ne sais pas si j'ai un exemple, je peux les avoir là. En fait, c'est par, il y a une partie haute, une partie basse. On les voit en fait là. Un portrait, un bâtiment, et en bas c'est une scène. Donc ça, c'est propre à la collection. Après, voilà, ça c'est une volonté donc de l'éditeur. Après, moi personnellement, pour mes couvertures, voilà, si on me laissait champ libre, libre cours, fais la couverture que tu veux, moi j'opterais beaucoup pour la simplicité. Je vois comme pour l'album de Catamounte, voilà, il y a une silhouette, un fond, et pour moi, voilà, ça suffit amplement. Il faut vraiment aller au plus simple pour une couverture. Si on en met trop, on égare le lecteur, en fait, quoi. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça qu'on m'a appris à faire voilà, des couvertures, aller au plus simple et au plus efficace possible. Pour la collection des villes en BD, donc il y a déjà une 50aine de villes qui ont été réalisées. Il doit y avoir la moitié des couvertures qui ont été réalisées par Benjamin. C'est en termes de ligne éditoriale, là je parle en tant qu'éditeur, c'est très identifié. Il y a des villes qui ont plusieurs tomes, certaines n'en ont qu'un seul. Pour des villes comme Nantes, il y a 3 tomes. Il faut que ça parte d'une période, donc souvent de la préhistoire à une certaine ère, et ainsi de suite. Donc il faut que sur la couverture, on sache déjà quelle période ça va traiter. Voilà pourquoi elle est découpée donc en 2 parties, le début en haut et ensuite le bas. Par exemple, on est en train de travailler avec Benjamin et toute une équipe de super dessinateurs sur Toulouse, tome 2 en BD. La période, c'est des guerres de religion à aujourd'hui. Donc, on va avoir les protestants qui sont massacrés donc, en partie haute ou en partie basse, je ne sais plus. Et on va avoir la cité de l'espace, donc avec l'aérospatiale mis en avant donc, dans la ville de Toulouse. C'est important, cette collection, elle plaît beaucoup, elle marche bien, les gens arrivent à s'identifier et se retrouvent soit par leur ville, soit par leur visite, et c'est un cadeau assez chouette. Et ça permet à des dessinateurs de faire un petit tremplin, des petits tremplins pour s'essayer sur quelques pages, ou surtout de dessiner leur ville, là où ils habitent, par l'affectif. Les scénaristes aussi, parce que il y a différents scénaristes. Alors moi, j'ai scénarisé donc Narbonne, Dieppe et Toulouse, mais Dobbs scénarise Montpellier. Il est actuellement en train de travailler sur le tome 2. Jean-David Morvan scénarise Reims, par exemple, et ainsi de suite. Donc chacun va pouvoir écrire sur sa ville, sur sa région et sur ce qu'il connaît et le partager donc avec les lecteurs. C'est vraiment la force, l'affectif est vraiment la force de cette collection. Mais pour qu'il y ait une certaine rigueur de collection, c'est pour ça qu'on a 1 ou 2 dessinateurs qui s'occupent d'une couverture et qui du coup ont déjà beaucoup de boulot à côté. Donc Benjamin a travaillé beaucoup sur les couvertures de cette collection. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, sur le site des éditions Petit à Petit, vous pouvez feuilleter toutes les villes qui vous intéressent. Merci. Et du coup, on va retourner voir Benjamin pour son actu. Oui. 2021. Alors, pour les nouveaux projets, c'est ça? Ouais. Du coup, ouais, parce que tu nous as dit que tu allais être très occupé. Oui, voilà. Donc, je vais expliquer pourquoi. Donc, du coup, oui, Gaëtan en avait un petit peu parlé tout à l'heure. Oui, alors, c'est pas une série, c'est un one-shot qu'on va faire. Il est assez gros. Ça va être un album de 80 pages qui parlera excusez-moi, de la guerre de Troie. Voilà, donc ça s'appellera Wilusha. Ce sera scénarisé par Michael Coadou. Et ce sera sa première bande dessinée en tant que scénariste. Donc c'est un copain. Donc on a pris beaucoup de plaisir à réaliser cet album. En plus, on exploite sous un angle différent en fait l'épopée de la guerre de Troie. On va reprendre en fait des personnages de l'histoire. Il n'y aura pas Achille, il n'y aura pas Hector, il n'y aura pas les grands héros. Ce seront des petits personnages secondaires qui joueront le rôle principal de cette histoire en fait. Et on va faire intervenir aussi un peuple
qui est le peuple des Hittites, l'Empire hittite, très peu mentionné, très peu exploité en bande dessinée et même au cinéma. Donc, ça a été l'occasion de les mettre en scène et voilà, une nouvelle créativité aussi du point de vue des costumes, des paysages, des décors, de l'architecture. Voilà, très intéressant. Donc, ça va être une histoire de complot, beaucoup de guerres, de bastons, ce sera très sanglant aussi. Enfin, on s'est vraiment inspiré de Game of Thrones et des séries qui marchent très bien en ce moment. Voilà. Et du coup, une date de sortie, enfin, l'éditeur a déjà demandé une date de rendu des planches ou pour une sortie c'est pour la fin d'année, donc je pense qu'il sortira en début d'année prochaine. D'accord. Et sinon, donc une autre, là, ce coup-ci, c'est une série. Donc là, c'est un autre projet. Donc là, c'est une série aux éditions Glénat. Ça s'appellera Noir Horizon et ce sera de la science-fiction. D'accord. Ouais, tu changes complètement de style, enfin de style de BD. Oui. Et en fait, cette série, donc, ce sera Philippe Bélès qui sera au scénario. Donc là, je serai au dessin et à la couleur. Pour Wilusha, ce sera ma copine qui sera à la couleur. Donc, il y a également colorisé Catamount. Là, pour Noir Horizon, donc dessin couleur, ce sera une trilogie. Et pareil, je dois rendre pareil pour la fin d'année. Voilà. Donc, il y a pas mal de boulot, quoi. Et du coup, tu fais quoi? Tu fais un album à la fois ou est-ce que parce que j'imagine que c'est deux styles différents, donc c'est un peu compliqué de passer de l'un à l'autre. Là, oui, je suis obligé en fait de passer de l'un à l'autre. Oui. Donc voilà, c'est une question d'organisation. Après, bon, j'ai pas mal de collègues à qui c'est arrivé et bon, ils me filent de bons conseils quoi, pour m'en sortir. C'est pour pouvoir avancer aussi d'un côté au niveau de la couleur, j'imagine. Oui, aussi, en fait, on essaie de gagner du temps le plus possible. D'accord. Voilà. Ok. Et j'ai oublié aussi, là par contre, je travaille aussi, là j'étais en train de le boucler, là, un collectif chez Grand Angle. Un collectif western. Voilà, pour le coup. Donc ce sera, pour l'instant, mes dernières planches consacrées au western, elles seront dans cet album-là. Donc c'est un album collectif où il y aura 15 auteurs de bande dessinée western qui seront, en fait, et c'est Tibur Sauger qui sera au scénario. Donc un peu à la manière des villes chez Petit à Petit, en fait, c'est une histoire en plusieurs épisodes et il y a un fil rouge, en fait, qu'on suit au fur et à mesure des épisodes. On va traverser, en fait, toute la période américaine de la guerre d'indépendance aux années 20 et 30 et on va passer par la conquête de l'Ouest et la guerre de sécession, toutes ces grandes périodes du western, les hors-la-loi, tout ça. Il y a de quoi faire. Son épisode. Quoi. D'accord. Voilà. Et ça sortira, je crois, au mois de septembre. D'accord. Ouais, donc on comprend mieux ton planning chargé. Oui, voilà. Là, j'étais sur 3 choses en même temps. Là, je vais arriver à 2. Donc, je suis content. D'accord. Ouais, parce qu'il y en a un de ceux que tu viens de citer que tu as quasiment terminé. Oui, là, c'est le collectif, justement, chez Collectif Western. Ouais, donc il te reste 2 gros dossiers quoi, à gérer. Ouais. Pas des moindres. Ouais, ok. Bon, Gaëtan, à toi. Eh bien, alors toi, tu as fait quand même pas mal de BD. Je vais les montrer. Pas mal de BD autour de la musique, sur des groupes de musique. Tu as aussi fait sur les contes, des contes de différentes cultures. Oui. Conte arabe, africain, voilà. concept. La musique, j'ai scénarisé donc la biographie des Beatles, de Bob Marley, de Nirvana, des Clash. Là, on réédite cette année aux éditions Petit à Petit, donc au mois de juillet, les Doors en BD pour le 50e anniversaire de la disparition de Jim Morrison. Je fais quelques titres déjà dans ces collections-là. Et je poursuis ou tu veux continuer? Ah, vas-y. Après, qu'est-ce que attendent tes lecteurs Après, j'ai fait d'autres albums, notamment une BD sur le Titanic pour le 100e anniversaire du naufrage. J'avais fait des petites participations dans des collectifs, notamment sur Charlie Couture, Thomas Fersen, ce qu'on appelle de La Fontaine. Tout
tout ça, c'était beaucoup de collectifs avant de me lancer vraiment dans des histoires vraiment en one-shot ou en collection. Donc ça a commencé avec une bande dessinée qui revoit le jour cette année, qui est Un léger bruit dans le moteur, avec Jonathan Munoz au dessin, qui est une adaptation aussi du roman de Jean-Luc Luciani, et qui a une belle histoire, malgré que l'histoire à l'intérieur de la BD soit assez sordide et oppressante et noire, sombre. L'histoire de ce bouquin, c'est chouette. C'était un petit roman au début, tout petit, aux écaillés, au petit écaillé. Et Jean-Luc Luciani est un romancier de livres pour enfants, et pour une fois, il a fait un livre qui traite les enfants, mais qui n'est pas pour les enfants. Du coup, c'est clair. La a été assez chouette, et là, j'ai eu une ouverture incroyable, et puis je me suis fait plaisir, et avec Jonathan Munoz, donc au dessin. Bon anniversaire, Jonathan. Dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, voilà. Et il est en train de fêter, le connaissant. Et du coup, on l'a adapté tout d'abord chez un premier éditeur qui n'existe plus, Physalis donc, et ça a été réédité en 2017 aux éditions Petit à Petit. Et cet album étant épuisé depuis plus d'1 an, on a décidé de le réimprimer en janvier dernier avec un nouveau format, un pellicule mat en couverture, un frontispice, c'est-à-dire un ex-libris exclusif brodé à l'intérieur, et un cahier graphique revisité à la fin. Donc c'est la même histoire, c'est les mêmes auteurs, mais il y a un scoop, c'est pas pour rien aussi qu'on le ressort. C'est que je suis en train de préparer la suite de cet album. C'est pas vraiment une suite, ça va être une nouvelle aventure avec un nouveau dessinateur qui est Étienne Friès, qui vient notamment de sortir L'île au trésor aux éditions Albin Michel, qui faisait des romans jeunesse, enfin des livres jeunesse plutôt avant, ou aux éditions Margot également, notamment Là où reposent tous les oiseaux. Et du coup, la passation de crayon se fera au sein du tome 2. Donc, Jonathan Munoz participera aux premières planches de ce second tome et passera le relais au sein de l'album. Donc, c'est assez chouette. C'est une belle expérience de vie comme de scénario. Et ça va être un chouette album. On est déjà en train de travailler dessus à 6 mains. Et on se marre vraiment bien. Donc, je pense que ça va être tout aussi malsain que le tome 1. Un petit teasing quand même, non? Qu'est-ce qui nous attend? Je sais pas, le speech, le pitch. Et bah ça va être un peu tôt pour en parler. Ça va être un enfant, également une petite fille. Ce sera une petite fille, cette fois l'héroïne de l'histoire, mais qui sera tout aussi chelou et malsaine que ce petit garçon dans le 1. Et ce sera dans un univers plutôt urbain. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Là, on était dans un petit village, un peu paumé, loin de tout. Et c'est un petit garçon qui tue les gens. Voilà, et là, ce sera une petite fille qui tue les gens. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que déjà, ça résume bien l'histoire. Et donc, à côté de ça, Katamut avec Benjamin. Et la série... ma série qui me permet de me consacrer que à la BD, car avant ça, j'étais aussi soigneur animalier. C'est ça. En parc zoologique, et depuis quelques mois, j'ai rendu le tablier cette année pour me consacrer pleinement à la BD, car j'ai une petite série qui me tient à cœur depuis des années et qui fait son bonhomme de chemin et qui plaît, et je suis trop content. Et c'est RIP aux éditions Petit à Petit, toujours. Donc, dans la même collection qu'un léger bruit dans le moteur, même format, et c'est avec Julien Monnier au dessin. Et là, c'est vraiment mon exutoire, quoi. Je m'éclate vraiment sur cette série. Tout sort de là. Il n'y a pas une adaptation, c'est vraiment un exutoire, quoi. Donc, c'est une histoire à tiroir où chaque tome va suivre un personnage et les scènes vont s'entrecouper les unes dans les autres avec des points de vue différents. C'est l'histoire de mecs qui font un métier assez sordide et qui sont chargés d'aller récupérer tout ce qui a de la valeur chez les gens qui vont pourrir chez eux dans l'indifférence générale. Et bien sûr, il y a des événements qui vont s'enchaîner en cascade et qui vont un peu troubler cette routine austère et sordide. Donc voilà, le premier tome s'appelle Derrick, le deuxième c'est Maurice, le troisième c'est Ahmed, et là je suis en train d'écrire justement donc, le tome 4 qui s'appellera Albert. Dans quelques semaines, dans quelques jours, je devrais dévoiler la couverture du tome 4. Voilà, donc je ne sais pas encore sous quelle forme. J'ai une petite idée rigolote, histoire de nous occuper en période confinée.
Et donc, je suis à la bourre complet. Voilà, différents événements qui font que j'ai pris du retard, mais c'est pour bien faire. Et Julien n'est pas en retard, lui. Donc, les premières planches sont arrivées, elles sont très belles. Et ça va être bien chouette. Je profite du live pour te féliciter, ainsi que Julien, pour le prix Ribambule 2020 que vous avez remporté avec RIB 3. Ouais. Voilà. On est pas peu fiers. donc merci à vous, merci aux votants et à la Ribambule pour la sélection. Donc, ouais, on a quelques prix là avec cette série. On a eu notamment pendant le premier confinement le prix Quai du Polar à Lyon. Donc, personne n'est au courant, je vous le dis. C'est tout qu'il n'y a pas eu. Parce qu'il n'y a pas eu de festival cette année-là, pas de bol. On est un peu comme Blanche Gardin, le jour où il y a un prix, nous, il n'a pas de valeur. Et on est super contents, super fiers de l'avoir eu. On a eu le prix, on a eu aussi, ça fait pas très modeste de dire ça, mais on est tellement contents qu'on s'en vante parce que ça nous arrivait pas, nous, avant d'avoir des prix. Même à l'école, on n'avait pas de prix. Alors, on est content d'en avoir eu. On en a eu un à Vienne, le sans encre. On a eu le prix au Havre aussi, les encres noires. Récemment, j'ai eu le prix Bulle d'or à Dieppe. Voilà, c'est chouette. C'est des belles reconnaissances. C'est encourageant, surtout quand on se lance dans une série d'ampleur comme celle-ci. Pour pas se noyer dans l'austérité de nos écrits aussi, des fois, ça fait plaisir d'être encouragé. Et c'est ce genre de prix de reconnaissance, de sélection, ainsi que tous les super commentaires qu'on reçoit de la part de nos lecteurs et des libraires, ça nous fait vraiment chaud au cœur dans cette période sinistre. Donc on est content, on est vraiment content du petit bonhomme de chemin que fait RIP. Après, j'ai d'autres projets encore. J'ai des projets aux éditions Petit à Petit, encore du polar. Je ne peux pas trop en parler encore pour l'instant, c'est encore dans un coin de ma tête, on est encore dans les tiroirs, c'est un peu en fouillis, mais je me lance vraiment dans le polar en BD et petit à petit, il y a vraiment cette volonté d'identifier une collection à part entière avec RIP, un Gévaudan d'auteur et d'autres polars arrivant. Donc, en tant que directeur de collection, je dirigerai cette collection, pardon. Donc, s'il y a j'ouvre la porte aux scénaristes, aux dessinateurs qui voudraient me proposer des projets, il ne faut pas hésiter à m'en envoyer. Je suis là-dedans en ce moment. J'ai été invité également à rejoindre une collection aux éditions Glénat, une collection historique, qui verra le jour normalement en 2022. Donc voilà, j'ai scénarisé un tome au sein de cette collection. Voilà, je pense qu'ils en parleront en temps et en heure. Et puis à côté de ça, je suis en train d'écrire également des collectifs, notamment Toulouse en BD, tome 2. Il y a Narbonne en BD, tome 2, qui va voir le jour également, donc avec différents dessinateurs. Et des couvertures de Benjamin. Et je suis aussi un guide sur mon métier de soigneur animalier, sur le monde des zoos, donc un guide des parcs animaliers que je suis en train d'écrire en ce moment. Donc voilà, on espère que ça pourra voir le jour cet été. Et là, il y a 30 dessinateurs. Donc voilà. On te le souhaite. Voilà. On te le souhaite parce que c'est un sujet aussi très intéressant et voilà. Mais de voir au-delà du décor, de voir les coulisses et de voir aussi les missions qui sont souvent qui passent sous silence derrière des mauvaises interprétations et puis des fois des discours un peu faussés. Donc c'est surtout partager mes deux passions en une. Parce qu'on rappelle, tu étais soigneur animalier, il me semble, rhinocéros, hein, spécialisé dans les rhinos. Ouais, j'aimais bien les grosses bébêtes. M'occuper des rhinocéros, des girafes, des zèbres, des lions aussi, des fois, des ours. Mais principalement le rhinocéros, c'était mon animal totem. D'accord. Alors, il me semble que Marine a tout plein de choses à nous dire. Ouais, j'ai quelques questions, mais j'ai surtout beaucoup de messages hyper enthousiastes sur les gens qui soulignent ce que vous êtes en train de dire, que c'est des beaux projets, qu'ils ont hâte, qu'ils adorent, que c'est excellent. Donc, je pourrais vous refaire toute la liste détaillée, mais j'en ai vraiment beaucoup. Donc, félicitations. Vous avez beaucoup de fans qui sont hyper contents et trop pressés de voir tout ce que vous allez nous proposer. Félicitations à eux, c'est bien. Merci. Qui continuent de lire. C'est gentil. En question, plus vraiment question, j'ai Pause BD qui vous dit bonjour et qui a raté le début.
Bravo pour ce nouvel album, j'ai adoré, comme d'habitude, Benjamin, un vrai bonheur à chaque page. Y aura-t-il d'autres albums adaptés? Eh ben, pas dans l'immédiat pour l'instant. Donc, comme a dit Gaëtan, on va finir nos projets en cours là, qui sont déjà pas mal nombreux, et on verra d'ici quelques années. Mais on essaiera de revenir avec un nouveau cycle, je pense, avec une nouvelle trilogie, une nouvelle adaptation d'un ou plusieurs romans. On verra. Il n'y a rien de sûr. En tout cas, merci à elle. Merci beaucoup. Et sinon, voilà, surtout des messages pour dire que c'est excellent et que c'est une merveille et qu'ils ont hâte. Oh bah, c'est super. Merci à tous. C'est chouette ces messages. Et bah, aussi, on a hâte. Voilà. Quelque chose que je voulais montrer également, que je n'avais pas encore montré, que tu as vu, Gaëtan, mais que j'aimerais montrer à tout le monde, c'est la revisite de la couve de Un léger bruit dans le moteur, réinterprété par le fils de l'ivresse des bulles. Voilà. Tu as vu ça? Ouais, tu l'as vu. C'était sur Instagram. C'est un Instagrammeur, voilà, que je vous invite à aller découvrir. Et Ouais. il a mis en scène son fils avec Ah oui. le couteau dans le dos et l'album en arrière-plan. Enfin, non, en avant-plan d'ailleurs. Voilà. Donc, est-ce que c'est C'est un un vrai père couteau? Je ne sais pas. Mais comment? qui donne des objets coupants à son fils. C'est ça. Faudrait pas lui donner une mauvaise idée quand même. Ah là là là. En tout cas, l'hommage est sympa, hein. Ouais, c'est super. Mais l'ivresse des bulles, c'est Johan, hein, Voilà. pour le citer, qui nous suit et surtout suit vraiment des univers différents, des BD différentes toujours, et qui sait mettre à l'honneur aussi d'autres influenceurs, d'autres chroniqueurs, et qui est vraiment un vrai leader, on va dire, sur Instagram du monde de la chronique BD. Et c'est fabuleux de lire ses chroniques, pas seulement les nôtres. Moi, je lis aussi celles des albums qui m'intéressent ou sur lesquels je doute, et il arrive à partager avec finesse son interprétation et sa passion, et ça donne envie de lire. Donc ça, c'est un bon livre. C'est le petit clin d'œil pour Johan ce soir. Voilà, pourtant, il en dit des conneries, hein, depuis tout à l'heure. C'est vrai que tu prends cher, hein, avec Johan. Bon, il n'y a pas eu d'autres commentaires, a priori. Marine n'a pas relayé d'autres commentaires de Johan, c'est que ça va. Et qu'il est grillé. Donc voilà, effectivement, Johan, c'est grillé. J'ai Olivier Petit qui met qu'il est fier de ces deux auteurs. Très bien, bah c'est le grand patron de chez Petit à Petit. Puis c'est mon maître absolu à moi, donc c'est mon père également. Donc merci à papa. Et puis voilà. Eh bien, je pense que l'on également, va... ouais. Oui, Benjamin? Non, j'ai dit merci à lui Ah oui. également. Quoi, voilà. D'accord. Voilà, et ça restera le premier éditeur, mon premier éditeur, celui qui m'a permis de me lancer dans le métier. Voilà. Et pour ça, je lui dis merci. Il y a eu du flair. Parce qu'il y a du talent. Voilà. Il y a du talent. Ouais. L'expérience est menée pour ça. C'est trouver les pépites. Après, par rapport à des gros éditeurs, on ne peut pas dénicher toutes les pépites et on ne peut pas les publier toutes, mais il y a des très bons travaux, des beaux projets pour soi. Donc, n'hésitez pas à nous en envoyer. Moi, on peut m'en envoyer via Facebook, mais via mon mail gaetan@petitappetit.fr. Et on ne répond pas toujours parce qu'on est débordé de demandes et on a de tout aussi, hein, de tout niveau. Mais quand il y a vraiment un truc qui nous plaît, on vous répond. Et on prend le temps surtout de lire les projets et de bien répondre. Donc, il ne faut pas hésiter. En ce moment, on est en train de travailler sur les programmes 2022-2023 et sur cette collection Polar, principalement. Donc voilà. Après, merci à vous, merci à tous. Hein. Nous, on est ravis. On a des pages Facebook, hein, pour nos séries, que ce soit Katamount ou RIP, dans le moteur aussi. On essaye de lancer des petits concours de temps en temps. Il y en a un pour Katamount qui aura lieu, notamment avec les bandes annonces que nous réalise Baptiste de NHK Vidéo, qui est un copain et qui nous fait des super bandes annonces. Celle de Katamount tome 4, là, elle est super. C'est un ami de Benjamin qui a réalisé la musique en fond. Et Baptiste, un ami de la maison d'édition, de moi et de toute l'équipe maintenant, qui nous fait des super bandes annonces. Il ne faut pas hésiter à les partager. On n'est pas très fort, nous, encore, pour
diffuser nos bandes annonces un peu partout sur les réseaux. Donc c'est chouette quand elles sont partagées par nos lecteurs. Et parce que c'est vraiment un petit truc qui nous fait plaisir à nous de mettre ça en mouvement et en animation. Et du coup, voilà. Donc, il y en a plusieurs. On va essayer de faire des petits concours. Il ne faut pas hésiter à nous suivre, à en parler autour de vous. Hein. C'est en ce moment, via la période et surtout vu le grand nombre de sorties et bonnes sorties qui ont lieu, c'est vraiment le bouche à oreille qui opère avant tout. Donc, c'est chouette d'en parler. Merci pour cette invitation également de nous permettre d'en parler de nos petits bébés, Katamou, Trip et tout ce qu'on fait, parce qu'on le fait vraiment avec passion et avec cœur. Ça se voit, ça se voit. Et nous, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On va conclure après une heure et quart, un peu plus d'une heure et quart de live. Voilà. Alors, tu m'avais dit, Gaëtan, que Benjamin n'était pas très bavard, mais je ne suis pas d'accord. Il a été très, très, il a dit beaucoup de choses très intéressantes ce soir. Voilà. Parce que Benjamin, Gaëtan m'avait dit qu'il allait monopoliser certainement beaucoup la parole, et finalement, ça a été assez partagé équitablement, je trouve. Ah bah ça va. Non, je sais me contenir. C'est bien. Et c'est chouette. Là, on est toujours en direct, je sais pas. Si, toujours. S'il y a des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser. Hein. On essaie d'y répondre avec Benjamin via le Facebook de Katamount ou de RIP ou même directement sur nos pages Instagram. Alors toi, t'en as pas, je crois, mais moi j'en ai une. Pas d'Instagram. Et puis merci à la Ribambule pour vos chroniques. Merci à vous. Et puis à très bientôt en librairie, on espère. Voilà, vous voir. Allez chez vos libraires et allez regarder de plus près ces jolis albums. Et qui ne sont pas que jolis, ils sont aussi très intéressants. Le scénario vient parfaitement en complément du dessin de Benjamin. Voilà, donc bonne soirée à tous. Vous pouvez retrouver donc en replay cette vidéo dans les prochaines minutes sur Facebook et puis dans les prochaines heures sur notre chaîne YouTube. Voilà. À bientôt, à la semaine prochaine d'ailleurs. On a un nouveau live, voilà, avec Erock et Michel Rodrigue pour un autre western, mais cette fois-ci humoristique et voilà, un peu plus jeunesse, on va dire, avec Loser Jack. Voilà. À bientôt. À bientôt. Alors